Le soir. Marceau. Le soir. Radio X. 19h54, c'est 3 degrés sur Québec. Pour ce soir, ce sera des nuages, un minimum de moins 7 degrés. Demain, jeudi, ça continue de se réchauffer, un maximum de plus 4 degrés. Ce sera plein soleil. Vendredi, même chose, maximum de 9. Samedi, dimanche, plein soleil, maximum de 13 pour samedi. Et pour ce qui est de dimanche, entre 16 et 17 degrés comme maximum. Ce sera très confortable. Et Laurence, j'ai vu mes premiers mollets de femmes aujourd'hui. Oui, déjà. Rare, des mollets de femmes. Mais déjà. Oui, belle dame, à peu près 42 ans, 43 ans. Elle se dirigeait direction ouest sur la Grande Allée, juste en face de la station. Je me dis, tiens, c'est le printemps. Ah, voilà. Il fait 4, c'est le printemps. Ouais, ça fait le changement de vous voir ensuite de skidoo, hein? Ouais. Moi, dimanche, j'ai prévu aller courir peut-être en pantalon 3/4, peut-être même des shorts, là. C'est déjà commencé. Là. Je n'ai vu tantôt en short. Mais moi, je n'ai vu, en pantalon 3/4, un petit t-shirt. Je me dis, c'est fou, pareil, comme on est à bout de l'hiver, hein. Il fait 4 puis tout le monde se dénude. Voilà. Mais, c'est pas ça laid. Ça te dérange pas? C'est pas laid. C'est pas laid, ça fait du bien, hein? La sève coule dans l'arbre, comme on dit. Ben oui. Voilà. L'arbre dans ses feuilles, Marie-Don Dondé en même temps, hein? All right. Chronique insolite avec ChristianPage.ca, l'enquêteur du paranormal. Christian, salut! Salut! Comment ça va? Mon Dieu! Faudrait que tu me présentes ça, ces femmes qui se dénudent. Les mollets que j'ai vus. Christian, 42, 43 ans dans ce coin-là, je me trompe rarement sur l'âge. Comme on dit, il est temps que l'hiver finisse. Là, quand on s'excite sur des mollets, là. C'était beau. C'était beau. Tu passes une belle semaine? Oh oui, très bien. Hey, j'ai vu passer des statistiques concernant les ovnis, puis ça touche un peu le Québec. Je trouve ça intéressant. Tu veux m'en parler? Ben oui, absolument, parce que c'est une nouvelle dont tout le monde parle un peu depuis 48 heures. En fait, ça a été l'information a été publiée lundi. En fait, il s'agit d'une sorte de donnée statistique qui est réalisée chaque année depuis 1989 par un ufologue du Manitoba. Ufologue, là, ça vient de UFO, là, Unidentified Flying Object. C'est le mot, disons, reconnu pour désigner les gens qui s'intéressent aux ovnis. Donc, ce type-là, Chris Witkowski, c'est un ufologue, mais très sérieux. Je sais, tu me diras que les ufologues et le très sérieux, souvent, ça ne se marie pas très bien ensemble. Ben, dans ce cas-là, c'est un type très sérieux. Et chaque année, donc, depuis 1989, il a entrepris cette démarche-là de colliger l'ensemble des observations d'OVNI à l'échelle pan-canadienne. Donc, on remet ça un peu dans le contexte. Écoute, en 1989, il débutait son initiative. Il a envoyé une demande, des lettres à l'époque. Hein, l'Internet n'existait pas. Là. Ouais. Donc, il envoie des lettres comme ça aux gens pour dire, les gens qui s'intéressaient aux ovnis, si vous avez colligé dans votre petit coin de pays des observations d'ovnis, je serais curieux et intéressé de les recevoir. Donc, il avait reçu en 89 141 observations d'ovnis. Et aujourd'hui, donc, pratiquement 25 ans plus tard, c'est plus de 1267 observations d'OVNI qu'il a reçues pour l'année 2015. OK, c'est majeur. Mais mettons, moi, je te dis, pour l'année 2016, ça se peut que ce soit plus que ça. Est-ce que tu vas me dire que je suis dans l'erreur? Non, pas du tout. OK. Est-ce que les fameux drones, ça l'induit en erreur certaines personnes? Voilà, ça, c'est un des grands éléments. D'abord, il faut comprendre pourquoi il y a une augmentation de ces chiffres-là. Bon, dans un premier temps, bien sûr, l'initiative de Chris Witkowski en 1989 était à ses débuts et au fil des ans, elle a gagné en popularité et est devenue plus connue par l'ensemble des ufologues à travers le pays qui, évidemment, d'année en année, lui remettaient plus d'observations. Donc, ce qui explique dans un premier temps le nombre croissant des observations. Deuxième élément, bien sûr, il y a des groupes qui sont plus actifs sur le terrain qu'il y en avait il y a 20 ou 25 ans. Et autre élément, bien sûr, il y a un aspect médiatique, c'est-à-dire que depuis, si on regarde les 10 dernières années, avec l'avènement notamment des télévisions spécialisées, il n'y a pas une journée qui s'écoule sans qu'il y ait à la télévision une émission sur les fantômes, les ovnis, etc. Donc, il y a un engouement pour ça. Et on le sait, dans le passé, hein, les statistiques le montrent bien, il y a eu plus de cas de possession diabolique au lendemain de la sortie du film L'Exorciste, puis il y a eu plus d'observations d'ovnis au lendemain de la sortie du film La Rencontre du troisième type. Donc, il y a forcément un lien sur le comportement social en fonction des médias. Cela étant dit, et tu as tout à fait raison, le nombre non seulement il est croissant, mais il faut également retenir qu'il y a de plus en plus d'éléments qui sont confondants. Ouais. Dans un premier temps, il y a les gens envoyer une observation d'OVNI si t'es témoin d'un phénomène mystérieux,
Autrefois, il fallait que tu remplisses un document, un rapport d'enquête, que tu envoies ça à des organismes. Aujourd'hui, tu peux le faire simplement, parce que la plupart de ces organismes-là, maintenant, ont des sites Internet. Tu peux le faire simplement en cliquant. Puis là, tu remplis les informations, mais ça veut pas forcément dire que c'est vrai. Donc, tu pourrais imaginer une observation, l'écrire, l'envoyer, puis merci, elle serait colligée. Donc là, il y a déjà un petit problème là-dessus. Et, tu l'as mentionné, les drones. L'apparition également des lanternes chinoises. Rappelons-nous, autrefois, il y a quelques années à peine, ouais. Une sorte de lanterne de papier avec une bougie au centre et qui monte avec l'air chaud. C'était à peu près réservé à des activités dans les milieux, disons, asiatiques, les mariages, tout ça. Et là, aujourd'hui, des amis se réunissent autour d'un feu de camp l'été, puis on peut acheter ces fameuses lanternes dans à peu près tous les magasins, puis là, il y en a de plus en plus, puis bon, on lance ça dans l'air. Mais Christian, ça m'est arrivé. Oui. Ça m'est arrivé. Moi et ma conjointe, on a mis des lanternes asiatiques pour la naissance de nos enfants. Oui. On les a fait lever dans les airs. Puis quelques temps plus tard, mon voisin de l'autre bord du lac, qui était un peu plus loin, écoute, il m'expliquait ça, là, il y avait une salopette, pas de t-shirt avec sa clope sur le bord de la bouche, là. Charmant. Puis il m'expliquait qu'il avait vu des affaires pas trop catholiques dans le ciel, là. Hey, j'en pleurais, là. Je savais que c'était moi, là. Ouais, tu vois, donc, on est tout de suite là dans cet élément confondant. Ouais. Donc, maintenant, si on prend l'ensemble de toutes ces observations pour 2015, il y a quand même des choses intéressantes. 2015 a été l'année qui a été la plus populaire, la deuxième année la plus populaire après 2012. En 2012, Chris Rutkowski avait colligé 1981 observations contre 1267 pour l'année 2015. Ce qui est très intéressant pour nous, Québécois, c'est que 35% des observations d'OVNI rapportées, c'est-à-dire près de 450 observations, viennent du Québec. Alors tu te dis, mon Dieu, pourquoi tant d'observations d'OVNI au Québec? Ce n'est pas forcément parce que le Québec est devenu une terre d'accueil pour les petits hommes verts, mais c'est surtout parce qu'il y a deux groupements au Québec qui sont particulièrement actifs dans la collecte d'observations des OVNI. Et ces deux organismes-là ont été les pourvoyeurs de Chris Rutkowski pour l'année 2015, donc ce qui explique un peu l'importance des observations québécoises sur l'ensemble des données. Ce qu'on apprend aussi là-dedans, c'est que 87 rapports d'OVNI concernaient la ville de Montréal. Vient en deuxième place Toronto avec 78 observations, 69 pour Vancouver. Et à Québec, vous êtes au 5e rang avec 32 observations d'OVNI. Ah, c'est bon. C'est bravo, bon. Hein? La durée moyenne des observations est de 16 minutes. Et les observations se produisent généralement au mois de juin et juillet entre 21h et 22h. Alors, on se demande pourquoi. Ben, probablement parce que c'est plus facile de se retrouver entre amis, une bière à la main autour d'un feu à la fin de juin ou au mois de juillet, entre 21h et 22h qu'au mois de décembre. Voilà. C'est plus agréable, en tout cas. Tout s'explique. Donc ça, c'est sûr que ça joue. Et si on regarde l'ensemble des observations, on nous dit qu'il y a 12% d'observations qui sont demeurées non identifiées. Alors là, moi, je te dis, Yannick, je mets un gros bémol là-dessus. Parce qu'il faut savoir, comme je te l'ai mentionné, Chris Rutkowski reçoit les observations de tous les groupes qui enquêtent sur les OVNI à travers le Canada. Mais ces groupes-là sont très inégaux. T'as des groupes qui sont excessivement rigoureux, sérieux, et t'as des groupes qui sont complètement zélés, qui font dans le petit homme vert mur à mur. Alors tu comprends que lui, Chris Rutkowski, il n'y a aucun moyen de savoir l'observation que tu lui envoies, dans quelle mesure elle a été bien enquêtée, bien documentée, et dans quelle mesure les enquêteurs ont cherché à trouver des explications alternatives. Donc lui, il reçoit ces observations-là, les collige, et là, voilà, il dit, je m'en remets à la bonne foi des enquêteurs sur le terrain. Et si je m'en remets à leur bonne foi, on a 12% des observations non identifiées. All right. Mais comme tu le dis, moi-même, et tu mentionnais ton histoire de lanterne chinoise, ouais. Moi je me rappelle, ici même à Montréal, l'été dernier, il y a eu une observation qui était définitivement des lanternes chinoises. D'ailleurs, les gens me disaient, je regardais, eux se trouvaient dans l'ouest de Montréal, et là, ils me disaient, on regardait du côté est, et on a vu ces 6 ou 7 lumières orangées dans le ciel. Et moi, je lui dis, quand vous regardiez vers l'est, là, vous regardiez directement vis-à-vis le quartier chinois de Montréal, et on était justement durant des périodes de célébration dans le quartier chinois. Donc, évidemment, 1 plus 1 fait 2. Je me suis dit, ben là, ça me semble assez évident que vous avez vu des lanternes chinoises. Et ces gens-là
ne voulait pas cette explication-là. Non, je vous dis, M. Page, c'était des ovnis, etc. Donc, il faut faire attention, mettre un bémol là-dessus. Puis c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile avec tout ce qui vole maintenant dans le ciel, des drones aux lanternes chinoises. Ouais, puis les lanternes chinoises, c'est à s'y méprendre parce que quand ça prend une certaine altitude, là, ça prend d'autres vents, puis il y a des montées puis des descentes. Fait que c'est vrai que quand tu regardes ça, puis tu sais pas d'où ça vient, ben ça peut te laisser croire à quelque chose qui peut être non identifiable à cette hauteur-là. Et souvent les gens, tu vas lancer par exemple 3 ou 4 lanternes chinoises. Ce sont 3 ou 4 objets séparés, individuels. Mais pour un observateur au loin, ça peut paraître être un grand objet avec 4 ou 5 lumières sur le même objet. Alors qu'en réalité, ce sont des lumières indépendantes les unes des autres. Voilà. Fait que, bon, là, les gens vont dire, il y avait 5 lumières, puis l'objet changeait de forme. Pas qu'il changeait de forme, c'est que les lumières, évidemment, en fonction des courants aériens, se déplaçaient pas forcément à la même vitesse, pas suivant exactement la même trajectoire. Et ça donnait cette impression d'un objet qui changeait de forme, alors que c'était les lumières qui se déplaçaient individuellement les unes par rapport aux autres. OK. Prochain sujet, j'imagine que Laurence va te poser plusieurs questions parce que celui-là, c'est inquiétant. Il y a eu une alerte dans le ciel. Ouais, écoute, ça c'est... Là, on tombe vraiment dans le dossier OVNI, mais avec... c'est du superlatif, là. Écoute, on se remet dans le contexte, on est le 13 janvier dernier. Il est 22h08. Le vol 434 de l'American Airlines prend son envol depuis l'aéroport international de San Francisco à destination de Philadelphie. Donc, l'appareil en question est en vol depuis à peu près 2 heures. L'équipage, tout ça, se trouve au-dessus de la ville de Nephi, dans l'Utah. Et là, les pilotes remarquent sur leur droite un très, puis quand je dis très grand, c'est très grand rectangle, ou en fait un carré orangé, lumineux, qui flotte dans le ciel. Et quand je dis très grand, écoute, le pilote parlait d'un objet qui avait une longueur de 1000 de long. Oh boy. 1600 mètres de long, là, tu te rends compte de ça? Là. Donc là, on exclut tout drone là, dans ce coin-là. Oui, et il faut dire que l'appareil, quand même, se trouve à 35 000 pieds d'altitude. Là. Donc, à cette altitude-là, il n'est pas question d'avoir un drone. Donc, les pilotes regardent ça pendant quelques instants et de plus en plus intrigués, ils décident de contacter la tour de contrôle de Salt Lake City. Et là, en primeur, je vous ai remis aujourd'hui la bande audio. On va écouter ça, un court extrait, 45 secondes de la conversation entre le pilote et la tour de contrôle. Et ensuite, je te ferai une traduction française un peu de ce qui est dit et de ce qui a été fait ensuite. American 434. American 434, go ahead. Do you happen to know what this bright orange square is we're flying over, would you? No, that's a good question. I'm not sure. Is it off to your right side? It's like directly off our nose right now, like right below us. So we've been watching it for a while. It's like, I don't know what it is. It's a perfect square, and it's bright orange. What town are we next to? This town right off our 2 o'clock low. American 434, that is Nephi, Nephi, Utah. Nephi, okay, cool. I'll see what I can find. Thank you. You bet. Très intéressant. Tu dois-tu mal filer oui, quand t'es dans la... C'est très intéressant à entendre. Et ce que j'aime, c'est le calme du pilote et le calme de la personne qui est en tour de contrôle. Ouais, voilà. Alors, pour les gens qui comprennent pas bien l'anglais, là, je fais une traduction rapide de ce qui est dit. On entend au départ le pilote qui dit bon, vol 434. La tour de contrôle répond oui, allez-y. Et là, le pilote lui dit est-ce que vous avez une idée de ce qu'est ce grand carré lumineux orange qui vole en dessous de nous? Et là, on sent que le type dans le tour de contrôle est un peu embêté. Là. Je sais pas trop, là. Il dit non, j'en ai aucune idée. Est-ce qu'il est vraiment près de vous, à droite? Et là, le pilote répond oui, il est juste en dessous de nous, à droite. Ça fait un moment qu'on l'observe. Je sais pas ce que c'est. C'est parfaitement carré, de couleur orange. C'est très brillant. Et là, il demande ensuite à la tour de contrôle quelle ville se trouve à proximité. Puis là, on lui dit, bon, c'est la ville de Nephi. Et le pilote répond, OK, la ville de Nephi, je vais essayer de voir avec eux qu'est-ce qui se passe. Et bon, à ce moment-là, il faut savoir qu'on n'en sait pas beaucoup plus et on n'en saura probablement pas davantage parce que dans le domaine de l'aviation, il faut savoir qu'il existe une procédure qu'on appelle un air miss ou une quasi-collision. Et ça c'est lorsqu'un pilote à bord d'un appareil va croiser un autre aéronef, et quand on parle autre aéronef, on parle surtout hélicoptère et autres avions, là, et que le pilote a l'impression que la vie des passagers a été menacée ou à tout le moins qu'il y a eu une entorse à la réglementation aérienne, il va remplir une demande d'investigation, d'enquête pour savoir qui a été le fautif dans ces manœuvres. Est-ce que c'est la tour de contrôle? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est l'autre pilote? Peu importe. Et ça va donner lieu à une investigation. Dans le cas présent,
notre pilote en question, qui voit ce carré lumineux d'1 mille de long, ne semble pas, comme tu le dis, il est parfaitement calme et il ne semble pas craindre pour la sécurité de ses passagers, si ce n'est la curiosité de ce qu'il observe. Donc, il n'a pas rempli l'une de ses demandes d'investigation par le bureau de l'aviation civile. Par conséquent, il n'y aura pas d'enquête au-delà de cette communication radio. Mais ce qui est très extraordinaire, bien sûr, c'est la qualité de l'information, parce que dans un cas comme celui-là, on a de très bons observateurs. Les pilotes à bord de l'avion savent différencier un autre avion lorsqu'ils en voient un dans le ciel. Et là, un objet, un carré lumineux orange d'1 mille de long qui flotte dans l'air, ça ressemble pas trop à un avion. Et ce qui est intéressant dans une situation comme celle-là, c'est qu'on a le témoignage, en fait, du pilote sur le vif. Tu comprends? C'est pas une histoire qui va raconter 2 ou 3 semaines après les événements. On a cet échange direct entre le pilote et la tour de contrôle. Et dans bien des cas, et malheureusement, c'était pas le cas ici, mais dans bien des cas, il va y avoir aussi des données télémétriques, c'est-à-dire des relevés radars, etc. Et ça devient une observation qui est excessivement intéressante. Moi, je te dirais, Yannick, ça fait 40 ans maintenant que je m'intéresse à ces sujets-là. Et ce qu'on appelle les dossiers aéronautiques, c'est-à-dire des dossiers qui impliquent du personnel volant, steward, hôtesse, pilote, copilote, ce sont, à mon avis, les meilleurs dossiers. Parce que dans bien des cas, lorsqu'il va y avoir une demande d'investigation, parce que le pilote, là, c'était pas le cas ici, là, je précise bien, mais dans d'autres cas, il y a des pilotes, je me rappelle avoir parlé, par exemple, à des pilotes de la British Airways, il y a quelques années, ils étaient en approche de l'aéroport de Manchester lorsqu'ils ont été dépassés par un sapin de Noël volant. C'est un peu comme ça qu'ils m'ont décrit ça. Ils disent, écoute, on était dans le cockpit, cet objet-là s'est amené, il est passé au-dessus du cockpit à un point tel que le pilote et le copilote ont rentré la tête entre les épaules tellement ils étaient persuadés que l'appareil, l'OVNI, appelons-le comme ça, allait percuter leur avion. Et là, l'objet, le fameux OVNI en question, ils m'ont dit, écoutez, c'était très, très beau. Ça s'est déplacé devant l'avion. On le voyait, c'était très fluide dans l'air. Ça ressemblait, c'était triangulaire. Il y avait des lumières tout le tour de ça. Ça ressemblait à un sapin de Noël volant. Mais ça, tu comptes pas ça à personne, Christian? Non, effectivement. On comprend aussi que les compagnies aériennes veulent pas trop que leurs pilotes ébruitent ce genre d'observation, parce que toi, moi ou d'autres diront, on a-tu envie de voler sur British Airways quand on sait que les pilotes voient des sapins de Noël volants? C'est une bonne question à se poser. Mais dans le cas présent, dans le cas de la British Airways, comme dans bien d'autres cas, les enquêteurs ont fait une investigation et ils n'ont pas trouvé d'explication à la nature de cet objet. Et quand on sait la qualité de ces enquêteurs-là, rappelle-toi, Yannick, quand il y a des avions qui s'écrasent, ces mêmes enquêteurs-là qui vont récupérer les débris de l'avion, souvent à peine plus gros qu'un paquet de cigarettes, vont remonter l'ensemble de ces débris-là dans des hangars pour nous dire, c'est tel fil qui a fait un court-circuit, l'accident a été provoqué par tel ou tel incident. Donc, on ne remet pas en question la qualité de ces enquêteurs-là. Ces gens-là ne sont pas là pour faire la promotion des petits hommes verts ou des ovnis. Ils n'ont pas de livres à vendre, ils font pas de conférences. Tu comprends? Ces gens-là, ce sont des enquêteurs et leur seule préoccupation, c'est de s'assurer que la sécurité des passagers est assurée en tout temps. Et quand ces mêmes gens-là, qui enquêtent sur des accidents d'avion à longueur d'année, viennent me dire à moi, écoutez, dans le cas de la British Airways ou dans le cas de d'autres appareils du même genre ou d'incidents semblables, on a enquêté et on n'a pas trouvé d'explication. J'avoue que moi, ça m'ébranle un peu. C'est excitant. C'est excitant. Oui, absolument. On est vraiment en présence d'incidents aériens tout à fait surprenants. OK, démystifions le vrai du faux. Je vais poser une question embêtante à Laurence. Laurence, oui. On va parler de cryogénisation. Est-ce que Walter Disney a été cryogénisé? Je suis sûr que oui, moi. T'es sûr que oui? Je suis sûr que oui. Je te dirais que 90% des gens pensent comme toi et il y a 10% qui ont été savoir si c'est vrai. Et ça a l'air que c'est faux. Walter Disney n'a jamais été cryogénisé et il a été incinéré et enterré dans un cimetière à peu près comme tout le monde. Et on me dit que la personne la plus célèbre, c'est Ted Williams, qui était une grande vedette du baseball dans le temps, qui lui là est la personne la plus célèbre à avoir été cryogénisée. Est-ce que c'est vrai, Christian?
Ben écoute, t'as fait tes classes, c'est tout à fait vrai. Walt Disney est mort d'un cancer, il a été incinéré. J'ai visité sa tombe d'ailleurs, c'est une sorte de petit jardin dans un cimetière tout près de Los Angeles. Ouais. Et là, il y a comme une sorte de petite enclave et il a été incinéré. Sa urne funéraire est placée à l'intérieur du mur. Il y a une plaque qui nous dit Walter Disney. Et donc, d'où vient toute cette histoire de mythe, de légende entourant qu'on a conservé Walt Disney gelé? Je sais pas trop, mais c'est sûr que là, on est en présence d'une légende urbaine. Ouais, c'est parti de quelque part. Mais il y a 272 personnes dans le monde jusqu'à maintenant qui ont vraiment été cryogénisées. Voilà, dont notre fameux joueur de baseball, qui lui a été cryogénisé par la compagnie Alcor, qui a été l'une des toutes premières à lancer ce projet-là, donc de cryogéniser des corps, c'est-à-dire placer un corps dans une température tellement basse, généralement la température de l'azote liquide, dans l'espoir, éventuellement, de pouvoir le ramener à la vie. Et je pense que c'est moins de 200 degrés. Ouais, mais là, on est dans on a un problème, parce que jusqu'à maintenant, évidemment, les chances de ramener les gens qui sont déjà gelés, les chances de les ramener à la vie, c'est une chance sur 100 milliards, disons. Mais mieux vaut une chance sur 100 milliards que pas de chance du tout. Okay. Tu comprends? Ouais. Mais là, parce que la grande problématique, c'est que jusqu'à maintenant, on avait réussi à geler des insectes, les ramener, on les dégèle, on le sait tous, là, l'été, quand arrive l'été, si vous avez des mouches, par exemple, de coincer entre vos fenêtres, ben elles vont revenir à la vie. Ouais. Hein? Bon. Donc, on peut congeler des insectes, les dégeler. On avait réussi à congeler des batraciens, des grenouilles, des crapauds, ça fonctionnait plutôt bien. Mais dès qu'on tombait sur un mammifère, là, on avait un problème parce que le geler le mammifère entraînait une destruction des tissus nerveux. Et là, ben évidemment, le cerveau étant détruit, on pouvait pas ramener à la vie le spécimen. Et là, voilà que la semaine dernière, écoute, c'est une percée énorme, là. Faut bien s'en rendre compte. On est peut-être dans l'antichambre de la résurrection, là. Des scientifiques en Californie ont réussi. Donc, pour la première fois, ils ont annoncé qu'on avait réussi à congeler et à décongeler sans pratiquement aucune lésion au tissu nerveux, le cerveau d'un premier mammifère, et dans le cas présent, c'était un lapin. Et là, les chercheurs ont utilisé une technique qui est baptisée, et là, je le cite, la cryopréservation par aldéhyde stabilisé. Et cette technique-là, donc, consiste à injecter dans le cerveau un cocktail chimique qui permet de geler le cerveau très rapidement à une température de moins 135 degrés Celsius et stopper toute lésion et destruction des tissus nerveux du cerveau. Alors là, maintenant, tu comprends que c'est une percée. Il y a aux États-Unis une organisation d'ailleurs qui travaille dans ce sens-là. Et c'est la Brain Preservation Foundation. Il y a 5 ans, c'est un peu ce qu'ils avaient fait. Eux regroupent tous les laboratoires de recherche en cryogénie. Et il y a 5 ans, ils ont lancé un peu un défi à tous les chercheurs travaillant dans ce domaine-là en leur disant, écoutez, ça serait, on va mettre de l'argent, il va y avoir un prix, c'était presque un concours, un challenge, qui va réussir le premier à conserver un cerveau d'un mammifère. Et là, donc, l'annonce vient d'être faite, on a réussi à faire ça. Et là, la prochaine étape sera de congeler un cerveau d'un mammifère plus complexe qu'un lapin. Probablement, on pense à un porc dont les tissus, le cerveau, tout ça ressemble assez étrangement à un être humain. Alors là, on est vraiment, c'est une percée, on se rend pas compte de ça, mais c'est vraiment une percée extraordinaire vers l'idée de pouvoir conserver un cerveau pour pouvoir le ramener à la vie dans 50, 100 ans ou dans 200 ans. Moi, je suis vieux bonhomme, Christian, tu vas t'en rendre compte, mais ce genre d'histoire-là me fait peur parce que c'est carrément contre nature. Ah, écoute, là, ben oui. on est vraiment là on est vraiment dans une sorte d'antichambre à la limite là, le docteur Frankenstein et tout le reste, là. On est tout à fait d'accord que le dérapage rendu à ce niveau-là peut être très facile et épouvantable à la rigueur. C'est un peu comme la manipulation génétique. Si les généticiens nous disent, voilà, grâce à la manipulation génétique, on pourrait empêcher des enfants de venir au monde avec des malformations congénitales, on se dit, wow, on applaudit, c'est extraordinaire. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire avec cette même manipulation génétique? Quel monstre on pourrait pas créer dans des laboratoires avec la manipulation génétique? Jurassic Park. Ah ouais, absolument. Donc, on est vraiment là, dans une zone grise et il faut se dire, attendons un peu de voir ce que la science nous propose, mais dès qu'on va commencer à voir les retombées, à anticiper les retombées de ça, je pense qu'il va falloir se donner un code d'éthique très précis pour éviter
d'avoir des dérapages monstrueux. OK, je comprends que pour la technique de cryogénie, ça a l'air à bien fonctionner. D'ailleurs, tu nous l'as mentionné, ça a fonctionné sur le cerveau d'un lapin. Mais pour ce qui est de la décryogénisation, si vous avez la méthode efficace, là, toi puis ta gang, Christian, de grands scientifiques, tu nous la donneras puis on l'essayera sur Justin Trudeau, ça va être notre premier cobaye. Bon, on va oublier la formaldéhyde stabilisée, là. Right. Non, effectivement, c'est quand même intéressant. Oui. Et tu comprends que à ce niveau-là aussi, tu sais, on se pose un peu, allons-y, spéculons un peu sur la science-fiction. Mais comment on se sentirait? Parce que l'idée, avec cette idée de cryogénisation, on va conserver le cerveau. Mais si on conserve le cerveau, comment toi, Yannick Marceau, réagirais-tu de te découvrir un matin dans un corps qui n'est pas le tien? Je serais probablement très déçu, Christian. Oh, qu'on est narcissique ici ce soir. Oh, bonhomme. Mais pire, dans le corps d'une femme. Oh boy! Avec un mal de tête, hein? Oui. Bon, passons à notre prochaine nouvelle avant que Laurence ajoute quelque chose. Ouais. Moi, je ne me mêle pas de ça. Ne me mêlez pas à ça. Mais une chose est sûre, c'est que si vous nous entendez actuellement, là, on l'a dit, Walter Disney ne s'est jamais fait congeler. Non, il a été incinéré. Il a été incinéré, puis Christian a été sur sa tombe. J'étais sûre qu'un jour, j'allais pouvoir y serrer la main puis dire merci. Pour Mickey Mouse? Pour Mickey Mouse. Pour Mickey Mouse et tout le parc de Walt Disney puis toutes les belles histoires. Ouais. Ouais, en fait, je pense que l'enfance ne serait plus la même ou n'aurait pas été la même sans Walt Disney. Et quel a été cet homme, même si on lui reproche toutes sortes de choses avec le temps, mais il a été un créateur de rêves et d'univers fabuleux. OK, comme quatrième sujet, en terminant, tu voulais nous parler de la destination Alpha du Centaure, un projet de 100 millions de dollars. Oui, et ça, c'est encore un autre truc qui est vraiment à la limite de la science-fiction. Écoute, il y a quelques mois, le scientifique, l'astrophysicien Stephen Hawking, l'astrophysicien britannique, qu'on connaît tous là, parce que, bon, il est facilement reconnaissable, il est cloué à un fauteuil roulant, atteint d'une maladie dégénérative, mais c'est un cerveau extraordinaire. C'est probablement le plus grand cerveau de la planète en ce moment. Et il y a quelques mois, Stephen Hawking s'est associé avec un milliardaire russe et ensemble, ils ont lancé un projet qui s'appelle Breakthrough Listen. Donc, Hawkins, Milner, c'est le nom du milliardaire russe. Leur idée en créant ce Breakthrough Listen, c'était d'investir 100 millions de dollars pour mettre en place un système qui permettrait d'étudier, d'écouter des signaux radio qui pourraient être d'origine extraterrestre. C'est le plus gros projet lancé dans ce sens-là. Et là, voilà qu'ils ont annoncé cette semaine qu'ils allaient mettre un autre 100 millions sur un autre projet qu'ils ont appelé Breakthrough Starshot. Et ce Breakthrough Starshot, écoute, c'est quand même absolument extraordinaire. Il spécule, parce qu'on n'a pas encore la technologie pour ça, il spécule qu'au cours des prochaines années, grâce au développement dans le domaine de la nanotechnologie, on pourra construire des sondes qui seront à peine plus grandes qu'un paquet de cigarettes. Ces sondes seront dotées, bien sûr, de toutes sortes d'éléments, d'équipements télémétriques, incluant des caméras, et on pourra donc en lancer comme ça des milliers dans l'espace, et lorsqu'ils seront mis dans l'espace, en orbite autour de la Terre, on pourrait, avec un super laser, lui donner une impulsion qui leur permettrait d'être lancés, d'être projetés dans le cosmos à des vitesses avoisinant le 20% de la vitesse de la lumière. Oh boy. Et à cette vitesse, ces fameuses sondes, ces milliers de sondes, qui auront la taille, comme je l'ai mentionné, à peu près d'un téléphone portable, seront lancées en direction de l'étoile la plus proche de la Terre, qui est Alpha du Centaure, qui se trouve à peu près à 4,2 années-lumière de la Terre. Son convertissant en kilomètres, c'est quelque chose comme 40 trillions de kilomètres. Et ce trajet-là pourrait être fait en moins de 30 ans. Donc, 30 ans plus tard, mais là, 30 ou 35 ans, parce que le signal radio va prendre quelques années à nous revenir, mais ces fameuses sondes pourraient arriver autour de l'étoile d'Alpha du Centaure et explorer les planètes qui se trouvent là et nous renvoyer des images et des données télémétriques. Pour la première fois, l'être humain aurait un système des yeux placés autour d'une autre étoile qui est la nôtre. Écoute, c'est absolument fabuleux, cette idée-là, parce que, il y a à peine 30 ans, on allait sur la Lune dans des boîtes de conserve,
Et là, voilà qu'on en est à spéculer sur l'envoi de sondes vers d'autres soleils. Encore une fois, je le mentionne, cette technologie-là n'est pas disponible pour l'instant. Mais tout permet de croire que dans les prochaines années, la miniaturisation, la nanotechnologie permettra de mettre en place, de développer de tels satellites, de telles sondes, et que ce projet-là va devenir, là pour l'instant il est sur papier, mais pourrait devenir réalité, au coût bien sûr de 100 millions de dollars. Toujours intéressant tes histoires, Christian Page. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Passez une bonne soirée. Bye-bye, on se reparle la semaine prochaine. Bye-bye. ChristianPage.ca, l'enquêteur du paranormal qui nous parlait de sa chronique insolite. Y a-t-il quelque chose qui t'a marqué là-dedans, dans ces 4 sujets-là? Moi, c'est Walt Disney. Honnêtement, la cryogénisation. J'en reviens pas. Pour vrai, là, j'avais jamais entendu parler de ce phénomène-là, mis à part en parlant de Walt Disney. Fait que là, qu'on me dise que ça existe, qu'il y a des gens qui l'aient fait, que ça a fonctionné sur des lapins, mais que Walt Disney a pas été cryogénisé, pour vrai, j'en reviens pas. Je ne sais pas, j'aimerais ça avoir un peu plus de temps, je ferais quelques recherches pour savoir de où est-ce que c'est parti cette histoire-là, mais c'est totalement faux et tout le monde est dans l'erreur pour ce qui est de Walt Disney. Tu viens de briser un rêve, Désolé, je suis là pour ça. Briser tous tes rêves. 8h25, soit dit en passant, dans les alentours de 22h15, 22h20, la chronique de Christian Page va être disponible sur le site internet www.radiox.com ou encore si vous avez accès, comment t'appelles ça, c'est ton téléphone cellulaire intelligent, là? Une application? Si vous avez accès à l'application Radio X, vous allez voir, là, le segment de Christian Page va apparaître. Ça va être dans les premiers segments de la soirée, bien entendu. Et on va vous le mettre sur notre page Facebook, Marceau le soir. Marceau. Are you kidding? Le soir. Radio X.